Eh bien, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire des magasins de producteurs qui est organisé par l'Association nationale de développement agricole TRAM. Moi, je suis Thierry Ponce, je suis membre de l'équipe projet qui travaille sur les transitions alimentaires, les circuits courts. Donc, c'est moi qui vais animer ce webinaire. Et donc, c'est un rendez-vous qu'on propose plusieurs fois par an aux personnes qui sont agriculteurs ou salariés d'un magasin de producteurs. Ça peut être aussi à destination des porteurs de projets, des gens qui ont envie de créer un magasin de producteurs. Et bien sûr, aussi pour toutes les personnes qui accompagnent ce type de projet. Donc ça s'adresse bien à nous. L'objectif, c'est de nous permettre d'approfondir nos connaissances depuis chez nous, notre lieu de travail, sur une thématique qu'on a repérée, un besoin aussi qu'on peut repérer dans les accompagnements qu'on fait des magasins de producteurs. Ce webinaire, il va durer 1 heure. Et donc, je le disais tout à l'heure, mais je peux le répéter, si vous pouvez éteindre vos caméras, mis à part les intervenants, bien sûr, et puis couper vos micros. On vous laissera la parole en fin d'émission pour un moment d'échange et de réponse à vos questions. Et donc, voilà, ce rendez-vous, il est aussi fait là pour explorer une thématique. Et cette thématique aujourd'hui, c'est l'emploi partagé au service de l'organisation du collectif de travail, du magasin de producteurs et des fermes qui sont adhérentes à ces magasins de producteurs. Voilà. Donc, vous avez vu dans l'invitation, on a des invités EES avec Cyrielle Berger, qui est directrice du centre de ressources pour les groupements d'employeurs, Myriam Kessari, qui est enseignante-chercheuse au CIRAM Montpellier, Magali Nicolai, qui est du magasin de producteurs côté Champ de Provence, et Pascal Herry, qui est du Luberon Paysan, donc apte. Voilà, chacune des intervenantes là, se présentera un peu plus lorsque, lorsque je leur donnerai la parole. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être, en donnant la parole à Myriam, effectivement, de prendre du recul un peu par rapport à cet enjeu autour de l'organisation du travail. Qui est une problématique importante pour les fermes qui commercialisent leurs produits en circuit court de façon générale, et puis peut-être dans les magasins de producteurs en particulier. Donc, je te laisse la parole, Myriam, pour me dire ce que Oui, tu as fait sur ce sujet-là. d'accord. Bon, merci beaucoup. Alors, je crois qu'on doit se présenter rapidement en introduction. Donc, je suis effectivement enseignante-chercheuse au Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes de Montpellier. Il y a 4 instituts. Je fais juste rapidement, et dont un à Montpellier. Et je suis enseignante-chercheuse, donc je coordonne un master recherche qui s'appelle Ecodeva. Et au niveau de la recherche, je travaille sur les collectifs de producteurs qui commercialisent de manière alternative. Et donc, ça comprend plein de choses, mais notamment, donc, je travaille un peu sur le commerce équitable, je travaille sur les filières territorialisées, mais aussi, du coup, sur les magasins de producteurs. Sur les magasins de producteurs, euh, peut-être que je peux dire que ça fait enjeu et écho à 2 projets en particulier que j'ai en tête et qui sont à l'interface en fait de 2 problématiques. D'une part, la question de qu'est-ce qu'on mutualise en tant que producteur et le secteur agricole mutualise de longue date des outils de transformation, des différentes fonctions qu'on peut retrouver comme les coopératives agricoles au tout début du siècle, c'était bien cette fonction-là, de mutualiser des outils de production en particulier, mais aussi la commercialisation. Et avec les magasins de producteurs, on évolue vers une forme où on va mutualiser d'autres choses, une nouvelle forme d'action collective. Et la mutualisation ici est au niveau des outils de commercialisation, mais pas que. Et donc là, on avait fait en fait un travail, ça fait référence au projet MacPro, donc magasin de producteurs MacPro, qui s'est terminé en 2017 de mémoire, et dans lequel on avait mis en évidence plusieurs choses. Pourquoi? Donc, on s'était interrogé pourquoi les producteurs participent et s'inscrivent dans cette démarche collective de magasins de producteurs. Donc, il y a la participation à un projet politique et militant, c'est un des enjeux. Comment est-ce que
en étant dans un magasin de producteurs, je participe à rebattre les cartes de la distribution des produits agricoles. Il y a la question du mieux-être, la réduction de la pénibilité, la sortie de l'isolement. Donc, c'est participer à un projet collectif, ne pas forcément être sur les marchés, ce qui est compliqué parfois en hiver, par exemple, quand il pleut, etc. Et il y a bien évidemment, comme troisième angle d'attaque, comme troisième raison plutôt, la mutualisation des ressources. Et dans la mutualisation des ressources, donc, il y a bien sûr le matériel de caisse, mais il y a aussi, là, on avait un producteur qui nous avait dit, et ça, c'est un des enjeux en fait en termes de temps de travail. Pendant que je suis en train de vous parler là, il y a une escalope, l'une de mes escalopes qui est en train de se vendre en magasin. Et donc, la question du temps et du travail était un des points d'intérêt en fait pour les producteurs membres de ces magasins. Et à la croisée de ça, on a récemment clôturé un projet CASDAR qui était coordonné par l'IDEL et qui s'interrogeait plus particulièrement aux trajectoires de travail en circuit court et qui voulait explorer cette difficulté pour les producteurs, les éleveurs en circuit court qui devaient enfin, vous le savez, hein, à porter la casquette de producteur, de transformateur parfois et de la fonction de commercialisation également, ce qui crée des situations de tension importantes sur les exploitations et pour les producteurs. Donc, je reviendrai peut-être plus tard sur ce qui a pu émerger, en tout cas comme point d'attention pour les producteurs qui s'engagent dans les circuits courts, mais l'intérêt en tout cas de s'inscrire dans un collectif paraît importante pour les producteurs qui s'engagent en circuit court. Le magasin de producteurs étant l'un des collectifs, comme je vous l'ai dit au début, une des possibilités collectives pour alléger un petit peu les tâches des producteurs éleveurs qui sont en circuit court. Voilà, j'espère que cette introduction répond aux Oui, attentes. oui, tout à fait. Du coup, on va peut-être demander à Pascal de se présenter et puis est-ce que tu t'y retrouves sur ces enjeux-là, sur l'organisation collective et puis la vente en circuit court et en quoi ça questionne l'organisation du travail. On nous a parlé de mieux-être, de sortir de l'isolement, de trouver d'autres façons de vendre, de gagner du temps, de mieux gérer les tensions. Est-ce que tu te retrouves autour de ça? Alors oui, les magasins de producteurs, c'est des points de vente collectifs hein, où on a uni nos forces et essayer de faire une mise en commun pour essayer de mutualiser un petit peu les forces et les coûts. Le mieux-être, c'est certain, hein, c'est aussi de travailler avec un collectif qui est plus ou moins disparate parfois, et puis de pouvoir être épaulé en cas de fortes charges de travail, euh, puisque on a le choix quand on rentre sur celui d'Apt, hein, ou de faire ses propres permanences ou de passer par un groupement d'employeurs, mais peut-être que je vais trop loin. On y Euh, reviendra tout à l'heure. voilà, mais Oui. en tout cas, c'est le choix. Donc, on a ces deux possibilités. Maintenant, les magasins de producteurs, je pense que c'est l'avenir pour nous, les petits producteurs, petits paysans. C'est aussi une visibilité quasiment sur 6 à 7 jours de la semaine. C'est une capacité de vente voilà, que nous n'avons pas quand on fait nous-mêmes, on tient nos points de vente ou qu'on fait les marchés de plein vent. Hein. Oui. C'est certain que c'est un gros plus. Maintenant, c'est pas toujours idyllique. Hein. Voilà, il y a des difficultés, il y a des soucis. On travaille avec de l'humain et parfois, il y a un peu de mauvaise foi de certains. C'est compliqué à gérer en fait. Hein. Oui, Il faut oui. vraiment être bienveillants les uns avec les autres pour y arriver parce que vraiment, il y a des fois, c'est dur. D'accord. On y reviendra tout à l'heure parce que du coup, aujourd'hui, on va se centrer sur le groupement d'employeurs, mais ça peut avoir effectivement des impacts sur le groupement d'employeurs.
Juste peut-être te présenter, Pascal, Oui, qui pardon. es-tu, tu es où? Pardon, j'ai oublié. Donc, Pascal Herry, je suis installée à Roussillon dans le Vaucluse. Je suis principalement apicultrice. Et depuis 2 ans, je produis un petit peu de chanvre actif, de CBD, pour avoir une diversité et avoir un petit plus. Puis je pense que j'ai bien fait parce que j'ai eu de gros impacts à l'automne dernier avec les frelons, un printemps catastrophique cette année, et je pense que voilà, c'était bien d'avoir une autre filière, même si elle est petite. D'accord. Et le fond d'écran que tu nous présentes, c'est les carrières d'ocre de chez De toi, Roussillon. de Roussillon, qu'on peut aller visiter, c'est magnifique. Bon. Peut-être Magali, toi, bah, c'est l'occasion de te présenter. Et puis, bah, sur ces enjeux liés au travail, est-ce que tu as des réactions par rapport à ce que nous a dit Myriam? Donc moi j'ai la double casquette. Je gère le groupement d'employeurs et à ce titre je suis mise à disposition du magasin Côté Champ. Et donc je gère aussi le magasin Côté Champ. Euh, à l'origine, le groupement d'employeurs permettait que certains salariés soient à la fois ouvriers agricoles sur des exploitations et à mi-temps au magasin. Euh, Là, le contexte fait que c'est pas toujours facile d'avoir des salariés qui soient polyvalents. Des ouvriers agricoles d'un côté et des salariés qui soient capables de répondre à de la clientèle, de se servir d'un budget de caisse. Voilà, c'est le pendant entre les deux est pas toujours facile. Après, par contre, c'est une souplesse de pouvoir se dire que on, on- on peut voilà, on peut basculer des gens sur le magasin ou ben, sur des exploitations agricoles, quoi. Voilà. Sachant que c'est quand même particulier. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Et du coup, je vais peut-être te laisser la parole et te poser la question, bah, finalement, sur votre magasin de producteurs, pourquoi vous avez mis en place un groupement d'employeurs pour répondre à quels besoins? Alors, il existait avant le magasin. Il existait avant le magasin, il était là et donc c'était la facilité euh, plutôt que de recourir à une société de gestion de paye. Le groupement était là. Voilà. Certains salariés, donc au début, étaient ouvriers agricoles. Ça permettait aussi à l'ouverture du magasin d'avoir des gens à temps partiel. Voilà. Donc c'était une souplesse à l'ouverture du magasin. D'accord. Et puis, vous avez une habitude de faire fonctionner un groupement d'employeurs. Voilà. Euh, je- bon, là, ça, c'est encore un autre. Mais il y a quand même une difficulté à gérer un groupement d'employeurs. Oui. Euh, c'est une vraie gestion de paye et bon, beaucoup d'agriculteurs font leur bulletin via la MSA avec les logiciels TESA+. Euh, bon, on on peut pas on peut pas s'inventer gestionnaire de paye. Oui. Voilà. Donc, Alors, est-ce que le choix d'avoir un groupement d'employeurs qui interviennent sur le magasin de producteurs, c'est parce que vous aviez l'habitude et que de toute façon, voilà, vous n'êtes même pas posé la question? Parce qu'il peut y avoir d'autres formes d'emploi de salariés sur les magasins de producteurs. non, il était déjà utilisé par plusieurs des producteurs qui ont créé le magasin. Et donc, ça faisait partie, c'était une logique, quoi. Euh, Aujourd'hui, voilà, on est en train, malheureusement, nous, de faire machine arrière et de peut-être le mettre en suspens, le groupement d'employeurs, parce que ça devient une gestion lourde. Et avec voilà, faire des bulletins de paye, c'est une chose. On a des situations un peu particulières. Là, par exemple, sur le magasin, moi, j'ai une salariée qui est en arrêt maternité. Là, bah, c'est des questions plus techniques. C'est pas juste un bulletin avec des heures à payer, quoi. C'est des indemnités journalières à calculer. Euh, voilà, c'est des gestions un peu plus compliquées qui nécessitent une vraie compétence en gestion de paye. Donc, il y a l'aspect compétence et il y a l'aspect aussi, tu disais, au départ, c'était des salariés qui intervenaient sur les exploitations, Oui, qui là interviennent sur le magasin.
Du coup, ça questionne leurs compétences. Ah oui, oui, le fait est que, bon, au début, nous, sur le magasin, on avait une fréquentation qui était moyenne. Là, maintenant, on a une fréquentation importante. Et voilà, il faut des gens compétents et des gens qui... voilà. Donc, bon, par exemple, ce que disait Pascal, hein, il y a les producteurs viennent pour faire leur permanence, mais il y a besoin d'avoir des salariés fixes avec une certaine expérience et qui soient capables d'encadrer le travail, quoi. Parce un producteur de magasin de producteurs, nous, à côté champ, il vient une fois tous les 3 semaines. S'il livre pas régulièrement, il va pas venir euh, tous les jours, quoi. Donc, on a besoin de quelqu'un sur place qui soit là tout le temps, quoi, et qui fasse le lien avec les producteurs. Voilà. Mais ça reste quand même une souplesse, un groupement d'employeurs. Ça reste une souplesse pour les producteurs. Qu'est-ce qui est souple, selon toi, sur la formule groupement d'employeurs? Le fait qu'en cas de besoin, il y a des salariés qui puissent pallier. Voilà. Ok. Donc, tu disais, tu sens un peu des limites dans la façon de faire et tu étais sur le chemin de dire, on va peut-être évoluer. Tu peux nous en dire un peu plus? Ben là, on se confronte à des questions juridiques, à des cas qui nécessitent une vraie société de paye. Donc nous, tous les CDI du magasin sont gérés par une société de paye et plus directement par le groupement. Vous avez sous-traité une partie De la des paye. tâches à faire pour Ouais. faire tourner le groupement d'employeurs, quoi. Oui, oui. Ok, d'accord. Peut-être, Pascal, tu peux nous expliquer, pareil, pourquoi vous avez mis en place un groupement d'employeurs, comment ça marche sur votre magasin de producteurs? Oui. Donc, pourquoi? Parce que au départ, il y a une quinzaine d'années, la plupart d'entre nous étaient des jeunes agriculteurs. Et puis, petit à petit, nous avons développé nos exploitations et on a pu arriver à tenir par nous-mêmes les permanences. On avait déjà à cette époque-là, pour faire le lien, et Magali a raison, une salariée qui était à temps partiel, mais qui était directement salariée par le magasin. Et en fait, on a fait le choix de contacter Agri 84 et de créer un groupement d'employeurs. Donc au jour d'aujourd'hui, on a une seule personne salariée. On a fait en sorte qu'elle soit salariée à temps plein avec le remplacement des permanences des uns et des autres. Donc elle a un CDI, elle est à temps plein. Nous, on a une perle qui connaît parfaitement toutes nos fermes, qui sait comment se situer quand elle remplace, par exemple, la paysanne boulangère, elle va se positionner et elle est en capacité de répondre à beaucoup de questions techniques que les clients posent ou de répondre à leur curiosité. C'est, ouais, enfin, pour nous, c'est vraiment l'idéal, hein. Alors, c'est sûr que pour elle, il y a des fois, elle jongle, c'est beaucoup de boulot, hein, parce que la permanence, c'est pas que de servir le client, hein, c'est le réassort, c'est le tri des marchandises, c'est de réceptionner les productions des uns et des autres, c'est de faire les stocks, c'est de faire les commandes pour les clients professionnels. Oui, c'est pas que de tenir la caisse, hein. C'est vraiment pas que ça. La permanence, voilà, il y a aussi bien la partie technique que la partie hygiène, de nettoyer le magasin, de passer un coup de balai, de garder propre. Tout le monde ne met pas, ne fait, comment je pourrais dire, euh, le fait qu'elle soit salariée du groupement employeur, elle vraiment, elle fait tout ce que devrait faire un producteur et que tout le monde ne fait pas. Elle en fait beaucoup trop d'ailleurs. Mais Faudra nous, lui c'est dire. une perle. Faudra lui dire. Je lui ai déjà dit. Est-ce que
Tout à l'heure, Magali nous a dit, les salariés, ils sont aussi là pour cadrer le travail, faire le lien avec les producteurs. Alors du coup, moi, je suis un peu étonné. Je me dis, mais c'est qui le patron? Comment ça marche? Comment ça se passe chez vous? Bon, bah, c'est qui le patron? On voudrait bien le savoir. Il faudrait que ce soit les salariés qui soient les patrons, hein. Parce que eux, ils ont vraiment la vision globale du magasin. Euh, Après, nous, on a deux salariés magasins qui sont employés polyvalents. L'une est plus sur la gestion des stocks, l'autre plus sur la partie administrative. Mais elles mettent toutes les deux la main à la pâte. Il faut avoir des salariés avec du caractère, hein, parce que on n'est pas toujours tous faciles, nous les agriculteurs. Il faut, voilà, faut avoir ouais, faut avoir la main un peu souple, mais en même temps, il faut cadrer, parce que c'est toujours pareil. Il y en a qui poussent un peu le bouchon un peu loin. Ouais. Magali, peut-être sur cette relation-là que tu disais tout à l'heure, c'est les salariés, ils sont là aussi pour cadrer le travail, faire le lien avec les producteurs. Donc, tu peux nous en dire un peu plus là, comment ça se passe dans ton magasin? Disons que il faut trouver le juste milieu entre le fait est que le salarié est là tout le temps et que le producteur va être là au moment de sa livraison, au moment de ses permanences, au téléphone pour faire son stock, ce genre de choses. Mais voilà, la présence quotidienne au magasin, c'est le salarié. Euh, donc il y a des choses, voilà, il y a des choses qu'en tant que salarié, on se rend compte que bon, quand on n'est pas tout le temps au magasin, on ne se rend pas compte. Donc il faut arriver à faire le lien entre les besoins du magasin et mais c'est aussi ça l'intérêt d'un magasin de producteur, c'est qu'à un moment donné, euh, il y a le producteur qui est là pour produire et le magasin qui est là pour commercialiser. Euh, donc, le salarié, et c'est une vendeuse, ou un vendeur, hein, mais c'est l'outil pour l'agriculteur. Voilà. C'est un, c'est un lien entre lui et le client, quoi. Oui. Donc, et après, c'est pas toujours facile parce qu'effectivement, c'est la difficulté d'avoir peut-être 30, 40 patrons, quoi. Voilà, chacun a son caractère. Donc, c'est c'est- c'est- c'est la dure réalité des salariés de magasins de producteurs, c'est d'avoir une multitude de patrons avec chacun son caractère, chacun ses exigences. Voilà. Donc, mais bon, ça, voilà, c'est le lot de tous les salariés de magasins de producteurs. Oui, oui. Alors du coup, merci pour vos témoignages. Je vais peut-être donner la parole à Cyrielle Berger, je te laisserai te présenter et Oui. peut-être avoir tes réactions par rapport à ce que tu viens d'entendre, tout ça. Hein. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. Moi, je dirige le Centre de ressources pour les groupements d'employeurs, qui est un réseau national de groupements d'employeurs qui est présidé depuis cette année par Madame Pascale Cros, qui est coprésidente de l'association PRAM, donc que vous connaissez peut-être, qui est avant tout agricultrice, présidente d'un groupement d'employeurs agricoles en Charente-Maritime et qui fait partie également d'un magasin de producteurs. Voilà. Donc nous, on est un réseau national qui anime à peu près 120 groupements d'employeurs, je dirais, donc de toute taille, de tout secteur d'activité et qui sont implantés dans différentes régions. Donc on peut avoir parmi nos adhérents des petits groupements d'employeurs, notamment dans le secteur agricole, dans le secteur associatif de type sportif, par exemple, avec deux ou trois exploitants qui partagent un ouvrier agricole. Et puis, on a des groupements d'employeurs qui peuvent atteindre des tailles bien plus importantes dans le secteur de la logistique. Par exemple, je pense à un groupement en Île-de-France qui s'appelle Cléjob et qui réunit à peu près 500 salariés entre une vingtaine de structures adhérentes. Voilà. Donc, des modèles très diversifiés, pour autant un socle commun et des problématiques communes. Magali évoquait des difficultés en termes de gestion salariale. C'est vrai que ça se complexifie de plus en plus. Et on va dire que c'est aussi pour ça que notre centre de ressources s'est constitué il y a bientôt 25 ans. C'était justement pour proposer des fonctions support, hein, au groupement d'employeurs une fois constitué,
notamment sur le plan juridique, pour les accompagner dans les relations contractuelles, que ce soit avec les salariés ou avec les adhérents. Un service paye aussi, hein, puisqu'il y a un certain nombre de groupements qui nous confient la réalisation de la paye, mais ça va de pair avec le conseil juridique. Donc, tout ce que vous avez pu exprimer, Magali et Pascal, ne me surprend pas, hein. Effectivement, il y a à la fois des grands avantages à mutualiser, mais aussi un certain nombre de difficultés. Mais peut-être qu'on va y revenir. Thierry, je vous laisse peut-être rentrer dans le vif du sujet avec des questions plus précises, comme vous voulez. Oui, oui, c'était bien la suite logique. Là, moi, je me disais, ben, je me mets à la place d'un magasin de producteurs qui envisage de créer un groupement d'employeurs. Ben, c'est quoi les bonnes questions à se poser, par quoi il faut commencer, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les points sur lesquels il faut être au clair avant de se lancer dans l'aventure. Donc, le groupement d'employeurs, effectivement, c'est un outil, hein, qui permet de mutualiser du personnel. Ce n'est pas un outil qui permet de mutualiser autre chose. Donc, ça veut dire déjà qu'il faut qu'on soit au clair sur le projet que l'on a autour de cet emploi partagé. Parce que bien souvent, la mutualisation, elle recouvre aussi la mutualisation de matériel, par exemple. Or, dans un groupement d'employeurs, de par son objet social, on ne peut que partager du temps de travail. Donc, déjà bien cibler le dispositif par rapport aux besoins. Et c'est vrai que dans les exemples que vous citiez, notamment Magali qui disait qu'il y avait une quarantaine d'adhérents dans le groupement d'employeurs, c'est vrai que l'alternative juridique, en tout cas, elle n'existe quasiment pas. Parce que ce que j'allais dire, c'est que quand on veut rester dans le secteur non lucratif et qu'on veut partager des collaborateurs, bien, soit on crée un groupement d'employeurs, soit on met en place un régime plus souple qui consiste à mettre en place des conventions de mise à disposition entre les différents employeurs. C'est-à-dire qu'il y en a un qui embauche la personne et qui ensuite conventionne avec les différents autres utilisateurs de la personne. On va dire que c'est possible et relativement simple quand la personne elle est partagée entre deux ou trois structures. Entre 40, ça devient vraiment compliqué. Et cette formule, hein, qui est un peu plus souple que le groupement d'employeurs, elle n'a pas non plus vocation à s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que ça peut être une manière de s'acculturer à la mutualisation d'un emploi entre deux ou trois structures, avant peut-être soit de rejoindre un groupement d'employeurs existant, soit de créer son propre groupement. Mais donc, vérifier qu'on est bien dans un projet de partage d'emploi uniquement, savoir qu'on s'engage dans le recrutement d'une personne, donc qu'on va effectivement devenir employeur, alors certes à plusieurs, mais quand même employeur, à la fois employeur de droit au niveau de l'association groupement d'employeurs et employeur de fait en tant qu'utilisateur de la personne. Et puis moi, je dis que c'est toujours intéressant aussi, avant de s'engager dans la création, de regarder autour de soi s'il n'existe pas déjà un groupement d'employeurs, voire plusieurs, qui peuvent porter le salarié et puis accueillir les différentes structures, au moins dans un objectif d'échanger pour s'acculturer au dispositif aussi. Et puis parfois, pour un certain nombre de raisons, on se dirige vers la création d'un groupement d'employeurs propre. Mais voilà, c'est bien d'avoir cet état des lieux en première intention. Sur la situation que nous a décrit Magali, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire il y avait un groupement d'employeurs qui existait avant le magasin de producteurs, et puis on l'a utilisé après, une fois qu'on a créé le magasin. Quel est ton regard sur une situation comme ça? Ben, je trouve que c'est plutôt intéressant. L'idée, c'est pas de créer des outils pour créer des outils, parce qu'effectivement, vous l'aurez constaté, c'est une association supplémentaire à gérer, on va dire, le groupement d'employeurs. Donc, parfois, ça peut apparaître comme étant relativement lourd, hein, pour les personnes qui sont à la tête de ce groupement d'employeurs, qui bien souvent sont bénévoles en tant qu'administrateurs du groupement d'employeurs. Donc, ça peut avoir un intérêt de rejoindre une structure qui existe, à condition de se retrouver dans le projet que porte le groupement d'employeurs qui existe déjà. C'est-à-dire qu'il y a notamment la question du projet, mais ensuite, il y a un certain nombre de points qui sont importants à vérifier, notamment sur, par exemple, la convention collective que le groupement d'employeurs applique, puisque tout groupement d'employeurs, quel qu'il soit, doit appliquer une convention collective. Imaginons qu'un magasin de producteurs rejoigne un groupement d'employeurs qui applique la convention collective de la métallurgie, par exemple, parce qu'il est à côté de chez lui. Ça pourrait sembler pratique. Pour autant, ça peut vouloir dire que s'il applique une convention collective de ce type-là,
plutôt avantageuse pour les salariés ou peut-être beaucoup plus avantageuse en termes de rémunération que ce que souhaitent proposer les producteurs eux-mêmes, ça peut s'avérer dissuasif parce que trop coûteux. Oui, d'accord. Donc, il y a quand même pas mal de questions à se poser et puis être au clair sur ce qu'on veut faire, quoi, hein. Et puis, Voilà, sur ce qu'on veut faire et puis la manière dont on envisage de salarier la personne aussi. C'est-à-dire quel va être son statut, quelle va être sa rémunération, son degré d'autonomie, puisque c'est évidemment un sujet qui a aussi été évoqué tout à l'heure. Voilà. Après, c'est la technique juridique, c'est des choses pour lesquelles on peut être accompagné par son expert comptable, par le CRGE, par des fédérations aussi en local. Mais ça peut être bien, effectivement, d'être conseillé et accompagné au départ aussi. ça fait partie des questions à se poser. Est-ce qu'on on est autonome là-dessus ou est-ce qu'il y a intérêt à se faire accompagner et si oui, par qui, quoi? Exactement. Ouais. Je vais peut-être demander à Myriam, est-ce que tu as des réactions à ce stade-là en observation? Tu nous observes parler et tout ça, et puis tu as observé pas mal de choses dans les travaux dont tu nous as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu as des réactions à ce stade-là? Alors, la réaction la plus forte, peut-être que je la garde pour la fin, mais en ouvrant quand même et en interrogeant, Cyrielle, vous nous avez dit que dans les alternatives, il y avait les conventions de mise à disposition. Je pense à une autre alternative, mais du coup, ça sera intéressant de voir ce que vous en pensez au travers d'autres formes d'organisation qui intègrent aussi maintenant les salariés. Mais disons qu'on ne va pas spoiler la fin peut-être de euh, de l'atelier et c'était essentiellement ça en fait que je me disais et je trouvais intéressant en fait aussi de voir le groupement d'employeurs quand même comme alors, je vais peut-être revenir sur ça d'abord. C'est que la place du salarié, elle n'est pas évidente, cela dit, dans tous les réseaux de magasins de producteurs et que du coup, c'est quelque chose qui peut aussi, enfin, qui pose question, qui se débat. Il y a des réseaux où le salarié, par exemple, ne peut pas être seul à la vente. Donc, je ne suis pas sûre là dans les témoignages qu'on a reçus si c'est une possibilité ou pas. Et ce qui re-questionne quand même malgré tout la notion de vente directe, puisque avec le magasin de producteurs, on reste dans de la vente directe, et comment dans le projet en tout cas, ça se construit et ça s'interroge de façon à ce qu'il n'y ait pas de tension, puisqu'on a pu voir que ça pouvait être un enjeu fort de tension, voire certains magasins qui peuvent quitter en fait un réseau dont la charte ne prévoit pas ça. Donc ça, c'est un point, peut-être que Cyrielle, je vous vois réagir, peut-être je m'arrête là. Non, non, allez-y, c'est très intéressant, je trouve. Donc voilà, ça c'était peut-être un petit point, un petit pas de côté pour voilà, pour rappeler que c'est pas une évidence partout en fait cette question. Enfin, en tout cas, quelle place des salariés? Euh, et voilà, je pense qu'après, ce qui était assez intéressant, c'était de voir vraiment dans un outil qui mutualise déjà, qui est le magasin de producteurs, comment on recrée une autre bulle de mutualisation aussi, Ouais. euh, et du coup qui interroge à la fois sur les compétences, mais aussi du coup sur la multiplication des outils à la fois juridiques et des outils organisationnels et qui multiplie quand même aussi beaucoup les transactions. Et ça, c'est un peu le point de vue de l'économiste et qui du coup interroge sur, j'imagine aussi, le nombre de producteurs qui vont pouvoir, qui sont dans le magasin et la pertinence, comme vous le rappeliez, du projet, mais aussi la pertinence en termes de rationalité et de possibilités économiques pour les magasins de producteurs. Dans les magasins de producteurs, du coup, ce qu'on a pu voir, mais que vous savez sûrement mieux que moi aussi, c'est qu'on a vraiment une importante diversité dans le nombre de producteurs présents dans les magasins de producteurs, avec moins d'une dizaine de producteurs à plusieurs dizaines, certainement plus en plus sur d'autres que je connais sûrement pas. Mais du coup, les modèles à prévoir, et ça rejoint ce que vous disiez, Cyrielle, ça rejoint le projet, mais aussi les possibilités organisationnelles derrière. Oui. Ok, merci pour ton regard, sa prise de distance. Ce que je vous propose maintenant, c'est rentrer dans le fonctionnement un peu plus au quotidien. Tout à l'heure, on commençait à l'aborder hein, sur
les relations, en particulier, bah, du coup, entre les producteurs et le salarié, ou les salariés, hein, qui interviennent et qui sont dans le plan de... Donc, du coup, je sais peut-être donner la parole à Pascal, peut-être comment tu commençais à nous en parler tout à l'heure, mais comment c'est vécu, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? J'espère le mieux possible, mais c'est pas la réalité malheureusement. Comment je, c'est pas évident d'être salarié sur un magasin de producteurs, hein. Voilà, on a affaire à, nous on est 23 associés par exemple, donc 23 personnalités. En face, on a donc deux salariés qui sont salariés via le magasin et plus une personne pour via le groupement d'employeurs. Et c'est loin, loin d'être évident, hein, parce que chacun a sa vision du point de vente collectif et qu'elles sont souvent en train de faire le tampon, l'amortisseur entre les uns et les autres, et ça prend énormément d'énergie. Donc on essaye quand même d'être vigilant et de pouvoir de les solliciter, de voir comment elles voient les choses. Ce n'est pas toujours fait malheureusement et que ça impacte un peu leur morale et leur motivation par moment. Et c'est vrai que l'été, c'est une charge de travail beaucoup plus importante, un volume beaucoup plus important. Nous, on est dans une région qui est très touristique et, et il faut, malgré que nous, producteurs, on ait beaucoup de travail, hein, il faut être présent sur le magasin. À titre personnel, je fais 3 permanences par mois. Je m'occupe de toute la communication et j'essaye de passer 3 fois par semaine, même quand ce n'est pas ma permanence, pour ne serait-ce que de poser les choses, de prendre le temps de discuter avec elles, de filer un petit coup de main parce que ben, il y a des fois elles sont à la bourre. Euh, voilà, mais c'est loin d'être évident, hein, vraiment. Oui, Il faut avoir un bon moral pour venir travailler sur les magasins de producteurs, hein, oui. vraiment. Et Magali? puis il faut avoir le caractère pour nous rembarrer quand il faut, parce que si on a tendance à pousser des fois un peu le bouchon un peu trop loin. Oui, on sent bien qu'il y a du caractère dans le bureau. Magali, c'est une relation particulière là. Nous, ça se passe quand même plutôt bien. Après, comme dit Pascal, nous, on a des salariés qui ont du caractère. Donc, voilà. Mais c'est vrai, comme on dit, main de fer dans le gant de velours, en tout cas. Donc, non, ça se passe quand même plutôt bien. Voilà. Ça se passe Oui. bien. Voilà. Ok, Cyrielle, peut-être une prise de recul un peu sur ces relations dans les groupements d'employeurs, parce on peut aussi avoir plusieurs casquettes, c'est-à-dire on peut être à deux endroits, on peut être l'employeur et aussi l'usager quoi, du groupement d'employeurs. Donc, est-ce que est-ce que tu as observé des solutions intéressantes qui étaient mises en place pour gérer ça? Bah, oui, il peut y avoir des solutions. La première que je vois, mais qui n'est pas forcément toujours adaptée à la situation, c'est celle d'avoir une personne salariée qui gère pour partie de son temps le groupement d'employeurs et qui du coup devient l'interface, donc le responsable hiérarchique du ou des salariés qui sont mis à disposition au quotidien. Puisque quand on est comme dans l'exemple du groupement de Pascal, si j'ai bien compris, c'est un groupement qui est géré de façon bénévole par les utilisateurs qui sont aussi employeurs. Donc, à la fois, en tant qu'utilisateur, ben, ils créent un groupement d'employeurs parce qu'ils veulent aussi sécuriser la personne, mais c'est aussi parce qu'ils en ont besoin au quotidien dans leur activité. Donc, c'est difficile d'avoir aussi un positionnement d'employeur avec tout ce que ça incombe, notamment en termes de préservation de l'usure professionnelle, d'accompagnement à la montée en compétences. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant parfois de rejoindre un groupement qui existe déjà ou de faire grossir le nombre de salariés qui sont partagés au sein d'un groupement d'employeurs pour s'offrir, entre guillemets, les services d'un animateur de groupement d'employeurs, par exemple, ne serait-ce par exemple qu'à temps partiel, mais c'est peut-être ce que fait Magali, et ça m'intéresse de savoir, puisque elle disait tout à l'heure qu'elle gérait le GE, donc je ne sais pas si c'est à titre bénévole ou à titre salarié,
mais le fait d'avoir quelqu'un qui incarne finalement cet employeur peut permettre pour chacun de retrouver les bons repères, je pense. Oui. Oui, parce qu'on peut avoir le cas aussi où un producteur peut être salarié du groupement d'employeurs. C'est ça, pour compléter son temps de travail, hein, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Alors après, on pourrait considérer que d'un point de vue éthique, ça pourrait être compliqué qu'il soit salarié pour partie de son temps du groupement d'employeurs dont il est aussi président ou administrateur. Ça, c'est pas forcément ni interdit, mais peut-être pas recommandé. Mais oui, ça veut dire on pourrait imaginer, si on était complètement schizophrène, qu'il soit président d'un groupement d'employeurs et utilisateur de ce même groupement, et par ailleurs lui-même salarié pour partie de son temps d'un autre groupement d'employeurs. Et, bon. Ça a l'air compliqué comme situation. Oui. Et du coup, alors Magali, tu voulais peut-être répondre à la question de Cyrielle. Oui, oui, oui. Moi, en premier, je suis salariée du groupement. Parce que je suis employée par le groupement pour gérer le groupement. C'est ça. D'accord. Et après, je suis mise à disposition par le groupement pour le magasin. Voilà. Donc, je ne suis pas salariée du magasin. Je gère le groupement et je suis mise à disposition du magasin. D'accord. Ok. Et ça, c'est une formule intéressante parce que le fait que vous ayez une partie de votre temps pour gérer le groupement, j'imagine aussi que ça s'explique par le fait que c'est proportionné, c'est-à-dire qu'on ne va pas recruter un directeur à temps complet pour gérer deux salariés mutualisés, si je prends un exemple extrême, mais le fait que l'un des salariés qui a l'envie, la compétence, ben, gère le système pour partie de son temps, ça peut justement faciliter les choses aussi je pense, pour les salariés qui savent à qui s'adresser au quotidien en cas de problématiques, de demande de congé, de souhait de formation. Et puis pour les magasins de producteurs qui, eux, s'appuient, j'imagine, aussi sur vous pour prendre en charge toutes ces questions de gestion des ressources humaines. Oui, ça fait beaucoup de casquettes. Oui. Cyrielle, tout à l'heure, tu commençais à parler, tu parlais, tu évoquais l'usure professionnelle. Hein. Du coup, c'est peut-être une question un peu plus générale, mais c'est les points de vigilance quand on se dit, bah, OK, on a compris ce que c'était qu'un groupement d'employeurs. Ça nous semble une formule adaptée, on met en place. Euh, avec le temps, c'est quoi les points sur lesquels il faut être vigilant? Hein. Alors effectivement, on évoquait ça en préparant ce rendez-vous parce qu'on constate euh, en cette période, mais qui s'explique, c'est-à-dire au bout de 30 ans d'existence des groupements d'employeurs, hein, de manière générale, des salariés qui ont une ancienneté relativement importante dans les groupements d'employeurs et qui ont donc vieilli aussi, hein, comme nous tous, et qui ben, souffrent pour certains d'usure professionnelle et qui doivent donc quitter le groupement d'employeurs, donc un projet de reconversion ou d'inaptitude, par exemple. Et c'est vrai que ça nous oblige, alors nous et les groupements d'employeurs également, à prendre à bras le corps ce sujet de salariés, comme le disait Pascal tout à l'heure, qui sont finalement sollicités la plupart du temps dans des périodes d'activité intenses. C'est-à-dire que quand on fait appel à un groupement d'employeurs, pas nécessairement dans le cas des 2GE qui témoignent aujourd'hui, hein, mais je pense par exemple à des services de remplacement qui sont des formes de groupements d'employeurs, hein, et donc, pour lesquels des exploitants font appel à des personnes qui viennent les remplacer en tant que salariés pendant une période de congé ou de maladie. Eh bien, ces personnes qui travaillent dans un service de remplacement, elles sont toujours là finalement pour intervenir en quelque sorte en urgence. Ou quand on fait appel à un groupement d'employeurs, c'est aussi parce qu'on a un surcroît d'activité et qu'il nous faut de la main-d'œuvre complémentaire et que c'est bien de pouvoir utiliser quelqu'un pour partie de son temps parce qu'on n'a pas forcément la possibilité de l'employer en direct. Donc, c'est des personnes qui sont toujours sous tension. Voilà, ça c'est très important. Et donc, ça veut dire qu'en tant qu'employeur, au titre des administrateurs ou des dirigeants de ce groupement d'employeurs, j'ai aussi il y a une mission importante hein, en termes de qualité et de sécurité au travail de l'ensemble de mes salariés. Et ce que je trouve intéressant dans les exemples qui sont évoqués ici, c'est que pour certains salariés, en tout cas, ils sont à la fois sur des exploitations agricoles et en magasin. Alors, à la fois, c'est ce qui peut parfois être compliqué parce que ça nécessite une multitude de compétences qu'on peut accompagner aussi en termes de formation. Et en même temps, c'est peut-être ce qui peut faire qu'en termes de gestes et postures ou même sur le plan de la santé mentale,
le fait qu'il y ait diversité des structures d'accueil, ça peut aussi peut-être être un terrain favorable. Ok, peut-être Pascal et Magali, là, enfin, une après l'autre, hein, parce que sinon on va pas s'entendre causer. Sur ces risques, là, sur ce que vient de nous dire Cyrielle, là, sur l'usure professionnelle, est-ce que vous avez vécu des choses et vous pouvez témoigner là-dessus? Et peut-être quelles mesures de prévention vous mettez en place? Alors, pour ce qui est de nous, pour l'instant, non. La personne qu'on emploie via le groupement d'employeurs, elle est présente, c'est sa quatrième année. Et après, qu'est-ce qu'on met en prévention? Qu'est-ce qu'on peut mettre en prévention? Ben, une écoute. Après, on est quand même assez présent sur les trois ou quatre qui sont beaucoup plus investis sur le magasin pour être là. On a imposé à tous les producteurs, par rapport à la charge de poids, d'avoir des caisses qui fassent maximum 10 kilos. Si ce n'est pas le cas, ben, il les remporte, hein, c'est pas compliqué. Il y a tout cet aspect-là, hein, c'est l'aspect aussi, voilà, de force physique. Ces trois nanas, voilà, faut aussi prendre en compte ça. Voilà, et puis il y a un entretien oral régulier avec le comité, de manière à voir comment ça se passe, quel est leur ressenti. Je pense que l'écoute, c'est important. Et puis d'être présent en cas de forte activité, hein. Voilà, là, on a déjà anticipé sur les fêtes de Noël, voilà, de manière à pas les trop les surcharger non plus. On est tous avec un creux d'activité pour la plupart, donc on pourra être présent pour les soutenir. Mais moi, je pense qu'il y a l'aspect physique, mais il y a l'aspect aussi psychologique, hein. C'est d'être à l'écoute et puis de prendre le temps, même si on l'a pas, bah, de prendre le temps parce que ben, on travaille pas avec des machines, hein. C'est des êtres humains. Ça fait. Magali, de ton côté? Nous, on essaye de limiter le nombre d'heures. Donc, de pas trop de passer 40 heures par semaine, euh, une semaine sur deux. Et puis, après, ouais, je pense qu'il y a pas mal d'écoute. On n'a pas des caisses de 10 kilos, nous, par contre. C'est une bonne idée à mettre en place. Euh, non, après, voilà. Je pense que c'est plutôt. Voilà. Quand un ouvrier agricole vient au magasin, c'est plutôt bien vécu. Voilà. C'est quand même Mm. un autre genre de travail. Donc, voilà, souvent, c'est un bon moment, quoi. Oui. Ouais. Voilà, c'est une autre sollicitation, le travail des champs et le travail du magasin. Voilà, le rapport à la clientèle, c'est pas toujours facile. Euh, mais physiquement, bon, même si on a de la mise en rayon, voilà, les caisses, on les bouge pas toute la journée, hein. C'est pas du travail d'ouvrier agricole, hein. Donc, puis on est à l'intérieur, on n'a pas les conditions météo. Euh, voilà. En ce moment qu'il pleut, on est bien content d'être au chaud, quoi. Donc, non, non, c'est d'autres, ça, c'est Oui, plutôt bien vécu, quoi. d'accord. Ouais. Cyrielle, peut-être une prise de recul par rapport à ces mesures d'anticipation ou de prévention, hein, des risques là qu'on a évoqués. Ah oui, je trouve que c'est intéressant, hein, ce que dit Magali, c'est que ça confirme le fait que d'être dans une polyactivité, ça peut aussi être aidant et peut-être que ça peut contrebalancer le fait d'être sollicité quasiment tout le temps dans des périodes de forte activité. Alors effectivement, vous avez aussi dans vos réseaux des structures qui peuvent accompagner, hein. Je pense à la RACT, à la MSA, à la CARSAT, enfin, voilà, qui peuvent aussi accompagner sur ces sujets de la qualité de vie au travail. Et que en tant qu'employeur, le groupement, il a aussi une obligation de mettre en place un document unique, hein, en son sein, et que parfois, ça peut aussi être utile pour les structures qui ont recours au groupement d'employeurs quand elles ont des salariés en propre dans leur
propres exploitations, par exemple. Donc là, c'est une obligation réglementaire qui peut permettre d'amorcer le sujet quand il est parfois un peu loin ou pas encore pris en considération. Et oui, il y a tout ça derrière aussi. Peut-être que je vais C'est laisser ça. la parole à Myriam, là, sur, pareil, comment tu as observé un peu ces échanges, et en quoi ça te parle, comment tu réagis. Du coup, ça me parle pas mal et ça fait écho pour moi du coup aux questions du coup de bien-être et de travail en circuit court plus généralement, que ce soit en fait du coup pour les salariés et pour les producteurs. Et peut-être que c'est le moment de faire part rapidement, mais de ce qu'on avait pu voir. Notamment en Belgique, dans le cadre du projet TRAC, qui travaille sur le travail, qui s'interrogeait sur le travail en circuit court, et on a vu plusieurs exploitations où les salariés tournent entre le travail de production, travail dans les champs, travail de mise en de conditionnement et vente. Et donc, j'ai deux exemples où les salariés quand même font état de leur goût et de leurs envies et peuvent tourner sur ces différents ateliers, mais du coup, commercialisation comprise en fonction effectivement de leur état physique, mais aussi de l'organisation matérielle. Si au niveau familial, c'est plus facile d'avoir des après-midi libres, ils feront plutôt la vente le matin. Enfin bref, en tout cas, pouvoir s'arranger aussi pour que ce soit tenable au niveau familial. Et ils sont accompagnés aussi par un ergonome, donc en complément aussi des organisations qu'on a déjà mentionnées. Et je glisse que le projet TRAC, ils ont fait aussi des fiches dans les délivrables euh, pour les personnes qui accompagnent, donc CIVAM, Chambre, etc., qui accompagnent les agriculteurs dans leurs projets pour pouvoir les aider dans comment bien s'organiser dans son travail pour favoriser le bien-être au travail. Donc ça, c'est un premier point. Euh, Dans les éléments qu'on avait vus aussi, et c'est un peu en fait là, pour l'instant, vous dites, notamment Magali, on va peut-être se mettre en recul sur le groupement d'employeurs, mais ce qu'on a constaté dans ces dynamiques par rapport au circuit court, c'est de tester, d'expérimenter et dans les bonnes pratiques, s'il en est, de ne pas hésiter en tout cas à réinterroger des choix et des organisations pour pouvoir s'adapter à aussi l'évolution de la ferme, puisque dans les éléments qu'on a vus qui n'allaient pas dans le sens du bien-être, il y avait du coup de trop dissocier les ateliers, production d'un côté et commercialisation de l'autre, et qu'il n'y ait pas de communication et de fluidité ici. Donc ça plaide aussi dans le système en fait qui intègre la commercialisation et les salariés aussi. Et un dernier point, et peut-être je m'arrêterai là, c'est du coup dans l'organisation et la place des salariés. On avait mentionné en préparant ce webinaire les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui intègrent en fait les salariés dans l'organisation collective. Ça peut être avec les producteurs, il y a plusieurs modalités hein, d'organisation possibles, mais ce qui peut permettre en fait de répondre à ce que vous disiez aussi tout à l'heure, on a des salariés patrons, pas patrons. En même temps, on a des salariés qui sont face à 30, 40 patrons, c'est peut-être pas simple. Et en fait, là, ça peut être une réponse en fait à une réponse plus formalisée au fait que les salariés peuvent avoir une place dans le collectif et ne sont plus forcément tout seuls face aussi à 30 ou 40 patrons. Il y a un équilibre qui peut être trouvé et avec la formalisation d'échanges possibles au niveau de l'organisation. Ça peut être une voie de réflexion qui n'est pas forcément évidente, qui n'est pas forcément une bonne chose pour sûrement beaucoup des magasins de producteurs, mais qui me semble être peut-être une voie de réflexion par rapport aux différents éléments qu'on a pu mentionner dans ce webinaire. Voilà. Et juste si je peux rajouter, Myriam, c'est intéressant la piste de la SIC, puisqu'effectivement, en plus, une SIC peut en son sein porter une activité de groupement d'employeurs, justement pour mutualiser les salariés. Et donc, ça permet d'intégrer cette mutualisation d'emploi dans un projet collectif et coopératif bien plus global, avec aussi des parties prenantes parfois plus nombreuses et plus diversifiées. Donc, voilà, ça peut faire sens en faveur de l'emploi partagé aussi.
Oui, c'est ça. Et du coup, on cherche des solutions en dehors du simple magasin de producteurs. Enfin, simple entre guillemets. Oui. C'est pas simple. Ok, ben merci pour cette prise de recul là, et sur tes réactions. Alors, au départ, on avait prévu dans ce webinaire d'aborder aussi la banque de travail, l'entraide, c'est-à-dire d'autres solutions possibles et parfois combinables. Mais ben, au fil du temps qu'on préparait, on s'est aperçu que ça ferait sans doute trop. Et du coup, bah, pourquoi pas, moi je garde ça dans le coin de ma tête pour dire bah, pourquoi pas un autre webinaire qui serait à ce moment-là centré sur les banques de travail, l'entraide, d'autres solutions d'organisation collective du travail. Voilà. On a mangé notre temps, mais je pense qu'on peut peut-être ouvrir les micros. Et puis, s'il y a quelqu'un qui veut vraiment poser une question, qu'il le démange avant qu'on se quitte. Et s'il n'y a pas de questions, sinon on pourra clore nos débats, mais vous pouvez y aller sur les questions. J'essaie de retrouver, il y avait une question en même temps que les inscriptions. J'essaie de les retrouver, voir si on les a traitées ou pas. Bon, je pense on les a abordées. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? C'est le moment ou jamais, hein. S'il n'y en a pas, bah, je remercie nos intervenantes pour leur disponibilité. Effectivement, vous avez compris, on a passé un petit temps pour préparer aussi ce rendez-vous. Je rappelle à tout le monde que ce webinaire, il était enregistré et que donc on va le mettre à disposition sur le site de Tram, tram.org. Vous pouvez aller voir, d'ailleurs, on vient de lancer un centre de ressources pour partager tout ce qu'on a emmagasiné depuis de nombreuses années. Alors, on ne met pas des choses trop, trop désuètes, mais vous pouvez, par exemple, taper emploi partagé et puis vous avez des choses qui arrivent, des choses qui ont été produites, soit par Tram, soit coproduites dans le cadre de nombreux projets dans lesquels on est associé. On mettra les liens vers les projets qui ont été cités, le projet TRAC, le projet Mac Pro, qui voit aujourd'hui une suite, puisqu'il y a un nouveau projet qui va démarrer qui sera un peu la suite de Mac Pro, avec tout un partenariat aussi là-dessus, dans lequel Tram est bien impliqué. Voilà, donc toutes ces ressources, ça permet d'aller plus loin sur le sujet. Merci beaucoup à nos intervenantes, encore une fois. Et puis donc le prochain webinaire, ben, il aura lieu début 2025. On ne sait pas trop sur quoi, ben, peut-être sur les banques de travail, mais on trouvera des sujets, il y en a plein. Il y a plein de préoccupations, plein de sujets à traiter pour avancer dans nos compétences, soit pour vivre à l'intérieur d'un magasin de producteurs, soit pour l'accompagner. Donc, eh ben, merci à tous d'avoir participé et puis à très bientôt.